Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de l'épisode consacré à Chivalry Medieval Warfare. Et cette fois-ci, donc, on est en mode de mêlée générale, donc on va tous se taper dessus et je vais joyeusement taper sur les deux camarades qui m'accompagnent encore, à savoir Montezuma de la chaîne Linguisticae. Salut camarade. Salut. Et Dari de l'émission Temps Mort qui fait histoire et archéologie. Salut tout le monde. Voilà, et alors aujourd'hui, dans la suite de cet épisode, on va vous parler de chevaliers, voilà, encore, mais de façon un petit peu poussée. On va vous parler de l'importance du cheval à l'intérieur, pendant le Moyen-Âge, et pourquoi en fait il n'y en a pas dans Chivalry, voilà, parce que c'est vrai que ça nous a un peu interloqué. Et on va finir sur l'héraldique, qui est en gros la science des blasons. Voilà, et vu que c'est pas moi l'expert, je vais laisser la parole à mes camarades. Et moi je vais tuer des gens. C'est un petit peu facile ça, de nous Ouais, laisser de la se parole dédouaner comme ça, puis franchement. toi, de passer ton temps à jouer pour faire un bon score. C'est là où tu vas montrer le tableau, où tu seras premier, tout ça. Non. Exactement, faites-vous plaisir. Bah, du coup, moi je vais tuer des gens, puis je vais laisser monter parler du cheval. Ah, c'est facile de se Ah non, donner mais comme franchement, ça. je trouve ça. Et c'est vrai que le jeu s'appelle Chivalry, et du coup, on pourrait s'attendre à ce que chevalier, c'est associé au cheval, quoi. Peut-être parler d'abord du. Alors, moi, en fait, donc j'ai mon petit script à côté de moi aussi, hein, comme toi, Nota, pour le premier épisode. Moi je l'ai presque pas lu. Ah, mais moi non plus, mais bon. On va voir, hein, je l'ai pas encore lu, hein. Enfin, je l'ai écrit déjà. Et c'est vrai que moi ça m'a interloqué qu'il n'y ait pas de chevaux, puisque le cheval est vraiment l'élément central du Moyen-Âge. D'abord, chevalier, vous l'aurez bien compris, hein, et le mot cheval sont deux mots qui sont liés. Hein. C'est pas des chevaliers pour rien, c'est le chevalier a toujours un cheval. Alors, en deux mots quand même, le cheval, on l'a quand même pas trop sur le haut du Moyen-Âge. Donc je sais pas exactement quelle période c'est le haut du Moyen-Âge, mais c'est entre en gros l'Empire romain et peut-être le premier millénaire ou le 11e siècle, je sais pas, Dari pourra peut-être me dire. Ouais, peu normalement près dans ces eaux-là, non 9e quoi. Parce qu'on commence à créer un Moyen-Âge central qui commence de plus en plus tôt, donc on va dire 5e, 9e. Donc voilà, on n'a pas trop de chevaux en fait dans le haut du Moyen-Âge, apparemment parce que la qualité des chevaux n'est pas terrible. Les anglo-saxons apparemment l'utilisent pas non plus tellement que ça, les scandinaves pas non plus, en tout cas pas en tant qu'arme de guerre. Et par contre chez les... On a, je crois en tout cas, en territoire mérovingien et en Espagne, on a quand même plus ou moins gardé la culture du cheval, c'était directement transmis par les Romains, hein, qui étaient là avant. Et donc le cheval n'est pas très utile, n'est pas très populaire en tant qu'arme de guerre, mais ça va changer quand en fait les arabo-musulmans vont déjà d'une part essayer de conquérir l'Europe. Hein. Si vous vous rappelez vite fait de vos cours de collège, Charles Martel qui découpe les Arabes à Poitiers, Ouais, sachant que je vais te faire chier, hein, mais c'est pas une tentative de conquête de l'Europe par les Arabes. Non, mais en tout cas, ça a permis de récupérer des chevaux. Oui, ça permet de récupérer des chevaux, mais c'est vraiment une incursion qui a pour but de faire une razzia sur les riches églises, comme l'ont fait les Vikings par la suite, mais c'est pas une tentative d'invasion. Oui, non, mais c'est pour, d'ailleurs, je vais en parler, hein, les chevaliers, c'est pas trop des batailles rangées. Oui. Si vous pouviez vous trouver sur le champ de bataille pour régler ça comme des hommes, s'il vous plaît. On va se chercher, mais alors... Et il me dit ça en me tapant dessus, hein. Je trouve ça juste pitoyable. Moi où vous êtes, moi je vous rejoins là. Dans l'église. Nous on fait ça, on témoin de Dieu. Okay, d'accord. Donc en tout cas, l'entrée en contact de l'Europe de l'Ouest, donc déjà avec les chevaux, les chevaux espagnols et les chevaux arabes, les chevaux orientaux. Et d'autre part, après que le début des croisades, l'entrée en contact justement de l'Europe de l'Ouest encore une fois avec les chevaux turcs et les chevaux encore une fois aussi orientaux, ça va permettre déjà d'avoir de meilleurs chevaux. Et donc également de développer la cavalerie, et notamment sous les Carolingiens, donc au 9e siècle. On va commencer vraiment à avoir un développement de la cavalerie assez important. J'ai bien dit cavalerie et pas chevalerie, alors c'est deux mots qui sont liés étymologiquement, hein. Cavalier c'est un emprunt d'italien. La chevalerie c'est un peu plus tard, puisque d'ailleurs au Xe siècle on a encore des chevaliers paysans. C'est assez drôle. Des mecs qui... Des chevaliers qui n'ont pas de sous. Des chevaliers, voilà, des chevaliers pauvres. Les chevaliers du pauvre. Ouais, c'était la petite parenthèse.
Alors du coup, la cavalerie existait quand même, c'est plutôt de la cavalerie légère, mais la cavalerie lourde va vraiment se développer à partir du Xe siècle, du XIe siècle, où justement on va coller des chevaliers dessus. Et un chevalier, c'est bien lourd. Hein. Et je suis en train de me défoncer pendant que je parle, mais c'est pas gentil ça. Il y a un mec en jaune aussi. Oh. Je finis de défoncer cette personne, et je l'ai défoncé, j'ai défoncé le nain jaune. Genre. Le Rictus Rictus. C'est comme ça qu'il s'appelle, non? Non, mais c'est vrai que Le savant, l'érudit combattant qui l'utilisation arrive de à la parler. cavalerie, archéologiquement on le voit avec des traces comme des étriers ou des morceaux d'harnachement de chevaux ou des... C'est ça, oui, il y a Qu'est-ce même que des c'est, chevaux ouais. qui vont être en armure. Hein. On va armer le cheval. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut voir dans beaucoup de films, où on voit de belles batailles rangées, des chevaliers, a priori, la fonction de la cavalerie lourde, ce n'est pas du tout de faire de grosses batailles rangées, en tout cas pas à la base. C'est plutôt d'harceler l'ennemi, c'est d'envoyer les chevaux, d'harceler l'ennemi et de revenir comme ça, de faire plein d'allers-retours, faire ce qu'ils appellent des chevauchés. Donc c'est aussi une fonction psychologique. C'est ce qu'on disait en gros, c'est en fait comme les chevaliers dont on parlait tout à l'heure, qui s'épuisent en fait au bout de 3 minutes sur le champ de bataille. On le voit bien dans le Béour par exemple, les mecs arrivent, ils ont tellement de matos sur eux, c'est des armures qui font 20 kg pour les plus légères, 40 kg pour les plus lourdes, ça dépend de la morphologie. Les mecs en général, des rounds de Béour ça dure 3 minutes parce que les mecs sont épuisés, et donc on voit bien que dans les films, enfin, quand un mec tient 3 heures dans la bataille, c'est juste pas possible, quoi. Il y avait un système de roulement oui. le même pour la piétaille que pour les chevaux, quoi. Et d'ailleurs, a priori, le chevalier descend très tardivement de cheval, évite de descendre de cheval, en tout cas sur une bonne partie du Moyen-Âge, même si à la fin, à partir du XIIIe siècle, du XIVe siècle, plutôt à partir du XIVe siècle, a priori, le cheval ça va commencer à réduire un petit peu en importance. Alors oui, enfin, juste pour situer, l'âge d'or vraiment des chevaliers montés, c'est vraiment le XIIIe siècle. Au XIVe, forcément, les techniques et les évolutions vont faire que c'est beaucoup plus facile de contrer la cavalerie. Et donc du coup les chevaliers vont devoir plus descendre au sol, plus devoir devenir piétons. Donc du coup oui forcément le cheval deviendra un peu plus secondaire. Il faut savoir que le cheval, et ça m'a surpris quand j'ai vu ça, c'est que donc si le chevalier est associé à son cheval et qu'il est une figure un peu mythique, un peu aussi romantique, très bon. Après bien évidemment on a beaucoup idéalisé chez nous a posteriori l'image du chevalier, mais déjà à l'époque c'est un bon rôle, c'est un bon statut social. Ouais, c'est vraiment une Très bon classe statut social. socio-professionnelle. C'est ça en fait, à la base les chevaliers c'est une catégorie socio-professionnelle, puis ça devient une catégorie sociale, alors au départ en dessous de la noblesse, et c'est clairement les classes moyennes et des classes supérieures, puisque n'importe comment le chevalier doit payer son épée, doit payer son armure, et pour ça faut du pognon, hein, donc c'est pas le petit paysan du coin qui peut se le permettre. C'est pour ça qu'ils sont bien payés d'ailleurs, parce Et qu'il oui, y a des frais. Enfin, bien évidemment. Et il y a un mec qui me demande dans le chat comment est-ce que j'ai pu ne pas l'avoir. Je suis en train de parler, et du coup j'ai pas fait gaffe. Et du coup, oui, ça devient vraiment à la fin une catégorie, ça devient de la noblesse, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a l'idée qu'au départ, je vais peut-être enchaîner directement ce que je voulais dire au départ. Ça m'a assez surpris qu'en fait, le cheval, quand on a christianisé l'Europe, enfin c'est pas moi qui m'en suis chargé, mais quand l'Europe a été christianisée, en fait, les curetons, enfin les ecclésiastiques, devrais-je dire, ont pas mal en fait combattu le cheval. Tout simplement parce que le cheval était sacré chez les païens et que du coup c'était quelque chose d'anti-chrétien. Et donc le christianisme pendant très longtemps a combattu le cheval, ce qui peut entrer en contradiction avec le fait que ça devient associé au chevalier et associé justement à ce combattant prestigieux. Il y a tellement d'absurdités, je veux dire, dans ces interdictions. Enfin, voilà, on interdit le cheval, on interdit les arbalètes. Enfin, c'est un non-sens total. C'est bien, mais surtout, du coup, ce qui était très drôle, c'est que le cheval a été associé au sombre, au péché. Et puis, la jument d'ailleurs, la jument noire notamment, pendant très longtemps, ça a été encore le cas. Et avec le chevalier qui était à la fois quelque chose d'imposant, quelque chose de prestigieux, ça donnait en fait naissance à des mythes très contradictoires. T'es en train de me taper dans le dos. C'est pas bien ça. Pas grave, c'est fini de toute façon, là, je crois. Et du coup, on a mythe sur les cavaliers sombres, les cavaliers noirs, le cavalier sans... Peut-être pas le cavalier sans tête, je sais pas si c'est lié, mais en tout cas pas mal de cavaliers ou de chevaliers un peu que le cul entre deux chaises, quoi. À la fois l'animal qui est un peu combattu, un peu borderline dans la vision chrétienne,
et à la fois ce combattant, prestigieux. Et d'ailleurs, au passage, des fois les chevaliers, ils étaient quand même pas mal détestés par le petit peuple, parce que j'ai lu ça, enfin c'est des anecdotes, mais ils se faisaient pas chier, hein, ils traversaient les champs à cheval, et le cheval ravageait les cultures, et notamment si j'ai lu ça, ça devait être sous l'époque de Charlemagne, au développement de la cavalerie. Et du coup, en plus, derrière, les suzerains faisaient payer, en plus, justement, pour remettre les champs en état. Et puis d'ailleurs, il commence d'ailleurs, à partir de sous Charlemagne, à demander aux pauvres, aux vilains, je sais pas trop comment les appeler, au bas peuple, de contribuer les aussi vilains, pour c'est le... pas mal. Ouais, les vilains, Ouais, les ça vilains, c'est pas correspond mal. bien aux mœurs de l'époque. Ouais. pour entretenir les chevaux, donc leur demander du fourrage, leur demander pour entretenir justement la cavalerie. Vous avez évoqué dans l'épisode précédent les archers, et il faut savoir aussi que si en Europe de l'Ouest on n'a pas trop de développement de cavalerie montée, d'archers montés, c'est très comment dire, dans l'Est de l'Europe, C'est même très plus courant. loin, en Turquie, c'est très courant. C'est très courant et c'est Oui. très fort comme communauté. Bah, d'ailleurs, enfin, une des premières utilisations du cheval à la guerre, ça a été les archers, mais les archers qu'on emmène surtout d'un point A à un point B, parce qu'au début la selle n'était pas inventée, etc. Et du coup, fatalement, on a commencé à mettre des troupes dessus pour les déplacer, et après, quand il y a eu l'utilisation de selle, etc., on était beaucoup plus stable. Là, on pouvait foutre des archers, puis surtout des chevaliers dessus après par la suite, quoi. Enfin, tu m'arrêtes, Dari, si je me trompe, hein, bien sûr. Mais... Bah, ça me paraît pas aberrant, d'autant que moi je vois l'utilisation du cheval dans l'armée romaine, hein, c'était pour amener même chez les Grecs, hein, c'était pour amener les nobles ou les aristocrates sur le champ de bataille, mais ils allaient jamais se battre avec le cheval, quoi. C'est vraiment du transport pur au début, hein. Associé à des chars, ça peut devenir guerrier. Le cheval en lui-même, on ne voit pas dans la boucherie. D'ailleurs, j'ai lu aussi que l'interdiction du cheval en tant que figure païenne, c'était aussi par l'interdiction de la consommation de cheval. Sauf en Islande, a priori, où ça n'a pas eu cours, mais il n'y a aucun problème, les gens mangeaient le cheval sans problème. Hein. Enfin, Alors bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que bon, on parle d'un truc qui n'est pas dans chevalerie, oui, mais on... Je me fais démonter. mais ça devrait, puisque justement, le propre Mais- du chevalier, c'est d'avoir un cheval. mais c'est vrai. Et je sais pas pourquoi ils l'ont pas. Peut-être parce que c'est un peu compliqué à gérer, puis que le gameplay à cheval c'est toujours une plaie, peut-être. Je sais pas. Peut-être tout simplement parce qu'on ne joue pas des chevaliers. Peut-être parce qu'on joue pas des chevaliers. Peut-être parce qu'on joue juste de la piétaille. Voilà. Et, Peut-être ça, peut-être tout simplement. Ça aurait dû s'appeler Vilain Medieval Warfare. Il y a un mec qui essaie de me tirer comme un lapin. Ah là là, il m'a eu. Speedy qui m'a tiré comme un lapin derrière. En tout cas, pour identifier les chevaliers, il y avait quand même un truc qui était... alors les chevaliers, mais aussi les armées, etc. Il y avait un truc hyper important au Moyen-Âge, c'était l'héraldique, c'était la science des blasons, et c'était donc les blasons en général, les blasons qui racontaient une histoire, hein, puisque sur les blasons, tout avait une signification. Que ce soit les formes, parfois les couleurs, les animaux qui représentaient, etc. Et je sais pas, peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, parce que c'est vrai que c'était quand même le moyen au Moyen-Âge d'identifier la personne d'en face, quoi. en fait, ouais, on commence à utiliser un système de couleurs et de motifs pour reconnaître les gens à partir du moment où on commence à porter des grosses armures. Et surtout à partir du moment où les chefs, que ce soit les ducs, les comtes, les rois ou autres, commencent à porter des aumes. Et quand on n'est plus capable de reconnaître qui est son boss dans la mêlée, on ne sait pas qui on doit protéger, donc ça devient un peu problématique. Et c'est pour C'est ça clair. qu'il y a pas mal d'apparat qui va se créer autour de ça. Et on en a un exemple dans la tapisserie de Bayeux. Ceux qui ne l'auraient jamais vu, je vous conseille d'y aller parce que c'est cool. Qui raconte, ou même sur le net, on doit pouvoir en trouver des images. Facilement. Et ça raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant et les raisons de la conquête. Et il y a un moment où, arrivant sur la bataille d'Hastings, Guillaume lève son aume pour montrer à ses soldats qu'il n'est pas mort, parce qu'il y a une rumeur comme quoi il aurait été abattu. Et il lève son aume pour bien montrer à tout le monde, regardez, vous connaissez ma gueule, c'est moi, je suis toujours là, donc on retourne se battre et puis on fait des boîtes, quoi. Et je pense souvent que c'est à partir de vers le 12e qu'on commence à vraiment Ouais, à mettre peu près le 12e. l'héraldique en place.
En fait, Je t'interromps 2 secondes, excuse-moi Montezuma, c'était pas très fair-play ce que tu viens de me faire. Parce que tu as un archer dans le dos comme ça, alors qu'en plus je me battais au corps à corps. c'est toi Oui. Ah bah désolé, ça l'est plus maintenant. Ah, vous Donc le êtes 12e siècle. Ouais, c'est Apparemment, dans le c'est 12e. notamment là où on va voir les casques intégraux, quoi. Ouais. Quand on commence vraiment à plus pouvoir reconnaître les chefs à leur tête, quoi. Et après, juste mettre une couleur, c'est un peu triste, donc on va commencer à utiliser motifs, les figures et autres pour être un peu clinquant, parce que pour réussir à différencier le chef de sa garde, c'est plein de petites techniques comme ça, et puis finalement les blasons vont être adoptés en héraldique. En fait, chaque blason signifie quelque chose. Si on prend le blason de l'Angleterre, qui est les 3 léopards, il y en a qui disent lion, mais un lion qui rampe en héraldique, ça s'appelle un léopard. Les 3 léopards, qui sont les symboles des 2 léopards normands et du léopard aquitain, en fait. Ça donne le blason anglais. Ouais, c'est ça, c'est pour l'Angleterre. Parce que tout à fait. par exemple, ce qui est assez intéressant, c'était qu'il y avait le blason de l'Écosse, qui était à peu près le même, mais avec des chevaux, en fait. Et quand, enfin tu m'arrêtes si je me trompe, mais du coup quand l'Écosse et l'Angleterre se sont réunis, je viens de tuer 2 personnes comme ça en parlant à l'arc, oui vous ne rêvez pas. Je me fais attaquer par un ninja, moi, alors tu sais. Moi je pense que tu verras ma tête quand tu me dis tu m'arrêtes si je me trompe, et je sens que je vais pas le savoir, mais je vais te laisser parler. Mais en fait, quand l'Écosse et l'Angleterre ont fusionné, je crois que je l'avais fait dans un épisode, l'épisode question histoire adulte, le tout premier. Donc quand l'Écosse s'est rattachée à l'Angleterre, en fait, eh bien les blasons ont fusionné, et donc d'une part il y avait le fameux léopard, et de l'autre il y avait le canasson. Voilà. Et donc ce qui montrait que l'histoire entre guillemets avait évolué, l'histoire du blason avait évolué puisque les 2 blasons s'avaient fusionné pour en donner un seul en fait. Ouais, mais tous les blasons évoluent. Même généralement, c'est en fonction des mariages, quoi. Parce que, en général, quand un aristocrate va vouloir se marier, il va vouloir le faire avec une femme de bonne famille. Et si elle a une bonne famille, sa famille, elle a un gros blason qui raconte des choses. Donc ils vont un peu lier les blasons entre eux. Et on le voit beaucoup dans tous les mariages royaux, sur la royauté, que ce soit française, espagnole ou chez les Habsbourg. À chaque mariage, il y a un changement de blason parce que on ramène une richesse, un patrimoine, peu importe ce qu'on va ramener dans la lignée, mais c'est très très important. Du coup, ça impliquait un truc, ça implique que un seigneur qui se déplace, théoriquement, s'il veut pas passer pour un abruti, il doit toujours se déplacer avec quelqu'un qui connaît les blasons. Ouais, clairement. Donc, qui connaît les bails, quoi. Normalement, je ne sais pas si c'est un héros, mais... Normalement, ça doit faire partie de l'éducation. Si on prend l'exemple qui n'est pas du tout historique, hein, mais dans le Trône de Fer... Arya, tu dis ça, je viens de me faire tuer par un mec qui s'appelle Tyrion Lannister, ça ne s'invente pas. À l'instant. Alors, c'était pas historique, mais c'est contextuel. Dans le Trône de Fer, on voit que Arya... je sais plus si c'est sa mère qui lui prend la tête avec les blasons et chaque devise de chaque maison, mais oui. Tous les aristos et les nobles doivent connaître un minimum les blasons, au moins des alliés et des ennemis de leur famille. En tout cas, j'ai lu aussi que les blasons pouvaient évoluer aussi, tout simplement, si ta famille était déshonorée. C'était quand même mieux d'en changer que de garder le même et de passer pour un con. Oui, clairement, il y a des changements ça va avec les changements de nom aussi. Hein. Oui, ou les alliances. En scellant une alliance, on pouvait aussi, au niveau des blasons, le notifier. Il a une arme d'as. Il y a des gens qui sont très RP dans le sens où il y a un mec qui se travaille en tenue de samouraï. C'est aussi ça, chevalerie. Oui, mais c'est aussi ça. La chevalerie, c'est pas que l'Europe. Hein. Ça peut être aussi ailleurs. Ah non. Il y a des fois un mec qui se paume comme ça, et c'est ça qui est beau. Il est revenu avec Marco Polo. C'est ça. Mais j'ouvre les tableaux de score, mais je suis tellement nul, c'est immonde. Oh là là, mais moi aussi, laisse tomber. En plus, alors, pour rien vous cacher, d'habitude, on joue souvent ensemble à Chevalerie,
Et d'habitude on est assez bon quand même, sans vouloir nous... Mais alors là, le fait de parler en fait, et d'écouter carrément autre chose, c'est du gros n'importe quoi. Des fois on fait des jolis trucs, mais la plupart du temps en fait, je m'aperçois qu'à regarder, en fait, vous devez nous regarder en train de mourir en boucle. Ah ouais, là parfois c'est... être assez... Là c'est sûr. Oh non. Et moi depuis tout à l'heure j'essaye de viser des mecs dans un... Oh là là, je vous prie une vache dans un couloir quoi. Oh c'est pas possible. En tout cas voilà, l'héraldique c'est vraiment hyper compliqué et c'est vraiment une partie hyper importante à l'époque de la communication entre les différents seigneurs, etc. Il y a un développement qui est assez intéressant, parce qu'a priori c'est d'abord quand on est chevalier, pour l'identification des chevaliers, puis ça va s'étendre aux corporations de métiers, puis après ensuite aux régions, aux pays, aux suzerains, mais là-bas c'est vraiment fonctionnel. Il n'y a pas tout ce côté prestige, il n'y a pas ce côté hyper codifié, en tout cas pas à l'origine. C'est vraiment le développement de l'héraldique qui est assez intéressante, enfin, des armoiries. Moi, ça a vraiment le côté pratique de pouvoir reconnaître les gens. Et ça part d'un côté pratique à un côté aussi très très symbolique ensuite à la base, enfin ensuite, par la force des choses. Et ouais, les mecs aimaient bien se la péter quoi. Mais bon, on l'a toujours un petit peu dans l'armée. Hein. Oui, bien sûr. Elle n'a pas les mêmes galons qu'un soldat de deuxième classe. Et puis, les généraux, c'est pareil. Ce qui est un petit peu paradoxal, parce que tu montres, même si les généraux vont plus sur les champs de bataille, mais tu montres à l'ennemi qui c'est le taulier, et c'est assez fun aussi. Ce petit paradoxe. D'ailleurs, je suis encore la première personne à mourir. Hein. Le premier sans verser. En tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas exactement en quel point ça diffère, mais j'ai lu que l'héraldique, enfin les armoiries en tout cas, d'une part du côté anglo-normand, même gallo-normand, gallo, je sais pas, on va dire France et ensuite tout ce qui concerne la Grande-Bretagne, ça ne fonctionne pas forcément tout à fait comme en Espagne ou comme au Saint-Empire romain germanique, ou comme ensuite dans l'Est de l'Europe, dans le sens où il va y avoir quelques petites différences. Ça peut être dans la forme des blasons, j'imagine. C'est une très bonne question, j'avoue que là j'ai pas de... Peut-être aussi dans le symbole, hein, tout simplement. Est-ce qu'on a des blasons sur cette map, justement? Alors en fait, on peut choisir son identification, son tabard en fait. On choisit son tabard. Le tabard, c'est la pièce de tissu que tu portes sur toi. Tout à fait. Je ne savais même pas qu'on pouvait la choisir. Oui, tu peux choisir ton tabard. Alors tu peux mettre... Il y a un lion, là il y a un lion, là lui il a quoi? Il a rien du tout, il a du sang en fait comme tabard lui. Moi j'ai un soleil par exemple. Ah, moi j'ai un... Pour le côté aztèque, côté Montezuma, j'ai mis un soleil. Pas très RP puisque des aztèques en Europe à cette époque-là, il n'y en a pas tellement. Mais... Moi je crois que j'ai des fleurs de lys blanches sur un tabard sinople en fait, sur un fond sinople. Des fleurs de lys argent. D'ailleurs, on peut dire quelques trucs sur la fleur de lys. Hein. C'est devenu le symbole du royaume français, enfin des Capétiens d'abord, puis du royaume de France, mais c'est à partir de Louis VII, non il me semble. Bah alors je ne saurais pas dire quel roi l'a imposé comme symbole de la royauté, mais c'est au XIVe en tout cas. Mais la fleur de lys, ça existe depuis bien plus longtemps par contre. Ah oui, clairement. En Oui, tant bien que sûr. symbole. Mais par contre, des fleurs de lys, je ne sais même pas s'il y en a en France en fait. C'est ça qui est assez drôle. Bah, il y en a dans la famille des Capétiens. Et en fait, le symbole de la fleur de lys va devenir un symbole de la royauté, ce qui va permettre d'asseoir aussi la dynastie des Capétiens. C'est rien. C'est toujours un truc qui est, quand tu arrives au pouvoir, après une autre grande famille, il faut trouver un moyen de te légitimer et créer des symboles, c'est le meilleur moyen. Ah bah ça c'est clair. Se créer des symboles, c'est tout... Et d'ailleurs, tiens, pour en revenir à ça, je fais un petit aparté qui a rien à voir avec Chivalry Medieval Warfare, mais qui a à voir avec les symboles. Et en fait, quand j'avais fait un épisode sur la mythologie nordique, et à un moment donné, sur une ceinture de Thor, il y avait alors, ce que beaucoup de gens ont dit, ah, mais c'est une croix gammée, machin, et tout ça. Alors, ce n'est pas une croix gammée, en fait, c'est ce qu'on appelle une svastika, qui est un symbole, en fait, qui peut signifier plein de choses, mais qui signifie notamment... la paix et je sais plus quoi en Inde et qui est toujours très utilisé en principe en Inde. Ah oui, je ça c'est un symbole
c'est un symbole que s'est réapproprié le Troisième Reich, tout simplement pour s'asseoir sur une légitimité historique et une légitimité symbolique, et donc renforcer son pouvoir. Voilà, tout simplement en fait. Mais par exemple, il y a l'attribution des symboles et de symboles, de symboles historiques. Le Troisième Reich, ils en avaient fait un peu leur fonds de commerce, quoi, parce que c'était un moyen de légitimer tout ce qu'ils faisaient, quoi. Ça me rappelle une discussion que j'avais pu avoir avec un Indien, qui me disait, alors c'est rien à voir avec chevalerie, hein, mais dans les symboles, il me disait, moi Hitler, je comprends pas trop pourquoi c'est mal. Le mec il parle des Ariens et il met des swastikas partout. Le mec en fait il propage l'Inde en Europe, quoi. Parce que forcément les Ariens, alors pour ceux qui ne savent pas, les Indo-Ariens c'est un peuple irano-indien, on va dire. Ouais. Plutôt iranien. Oui, en fait linguistiquement, on parle d'indo-arien pour parler en fait de... c'est compliqué, mais en gros, ça regroupe aussi avec une partie de l'Inde. Et tout simplement parce que, comme tu as dit, ce symbole et la croix gammée, à la base, c'est un symbole qu'ils ont piqué. Hein, c'est eux qui l'ont fait. On le croise beaucoup en Inde, et encore aujourd'hui. Tout à fait. Oh là, mais j'arrête pas de me faire découper. Ah, je me suis fait ouvrir aussi. Là. Bon, bah écoutez, en tout cas... Je suis pas content de mon score. Mais moi non plus, je suis pas mal là. Écoutez, moi je suis pas content, mais alors pas du tout. Ah bon, on va se faire un petit siège tout à l'heure, ça ira mieux. Voilà, en même temps j'ai fait mon archer, donc prochaine partie je vais passer en chevalier, ma classe de prédilection, et là je vais vous montrer de quoi je suis capable. Donc prochaine émission, prochain épisode, on vous parle surtout des sièges, de l'architecture, par exemple, est-ce que ça, ce qu'on voit à l'écran, est-ce que c'était potentiellement réel ou pas, est-ce qu'un château pouvait être aménagé comme ça? Je ne le pense pas. Mais on va le voir dans le prochain épisode. Donc je vous dis à la prochaine, et puis on se retrouve pour le 3e épisode de Chivalerie, et puis de l'histoire autour de Chivalerie. Voilà. Et Ciao, nous à tout à serons là l'heure. avec Salut. plein d'armes. Salut.